Donald Trump est au pouvoir depuis presque un an et la question se pose de plus en plus frontalement. Les États-Unis sont-ils encore nos alliés ? La plupart des nations européennes se décomposent. Elles se décomposent. L'Union européenne a été créée pour baiser les États-Unis. C'est son objectif. Si vous ne payez pas vos factures, nous n'allons pas participer. Nous n'allons pas vous protéger. Mais l'Europe ne fait pas du bon travail. Je pense qu'ils sont faibles. Ils veulent tellement être politiquement corrects. Cette hostilité atteint aujourd'hui un pic avec le dossier du Groenland, les menaces d'annexion et le nouveau chantage économique du président américain qui annonce des surtaxes de 10% pour les pays qui s'opposent à sa stratégie. Alors comment réagir ? Quels instruments l'Europe doit-elle déployer pour éviter de se faire écraser par son cousin américain ? Une réunion extraordinaire du Conseil européen aura lieu jeudi soir pour en décider, mais le président du Conseil, Antonio Costa, a déjà eu ces mots. Nous sommes prêts à nous défendre contre toute forme de coercition. Les États membres sont unis autour des principes du droit international, de l'intégrité territoriale et de la souveraineté nationale. Et pour en parler ce soir, le prédécesseur d'Antonio Costa, c'est l'ancien président du Conseil européen, Charles Michel. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation ce soir sur La Première. Les États-Unis doivent-ils encore être considérés comme des alliés de l'Europe ? Mais si une alliance, elle suppose partager les mêmes valeurs, si une alliance, elle suppose partager des intérêts mutuels et travailler ensemble pour se renforcer mutuellement, force est de constater, et les derniers mois sont absolument éclairants, qu'il y a une prise de distance très claire donc la entre d'une part les États-Unis et l'Union européenne. Et donc aujourd'hui, on voit bien que cette alliance est mise à mal. Je crois pour ma part que ce que l'on observe aujourd'hui, c'est le résultat d'une évolution. Il y a des racines relativement profondes. Je crois pour ma part que Donald Trump est un symptôme de cette évolution aux États-Unis, cette prise de distance par rapport à l'Union européenne, qui a démarré il y a plusieurs années déjà, avec Barack Obama, qui a mis le focus principalement sur la Chine et sur la région Indo-Pacifique. On a vu ensuite même avec Joe Biden sur les questions économiques et commerciales, une prise de distance par rapport à l'Union européenne. Évidemment, il y a un sujet de fond, de substance. Partage-t-on encore les mêmes valeurs ? J'ai des doutes au vu de la manière dont les États-Unis utilisent la menace, l'intimidation, la mise en péril de l'intégrité territoriale. Mais l'éloignement entre les États-Unis et l'Europe s'est quand même accéléré au cours de ces derniers mois. Il s'est accéléré et il est plus visible aujourd'hui. J'indiquais qu'il y a une question de fond, c'est-à-dire quel monde voulons-nous et quel type de partenariat voulons-nous avec les États-Unis. Et là, on voit bien que la réponse n'est pas la même selon que l'on est d'un côté ou de l'autre de l'Atlantique, mais aussi une question de forme avec Donald Trump, qui rend beaucoup plus visible, plus brutal dans sa rhétorique, dans son comportement, et qui montre davantage cette prise de distance. Mais quelque part, si je suis un peu provocateur, je dirais que cette clarté dans les positions exprimées aujourd'hui par la Maison-Blanche, c'est peut-être un formidable cadeau, une formidable occasion pour l'Union européenne d'ouvrir les yeux, d'arrêter de se voiler la face et de prendre les mesures qui s'imposent pour une Europe qui est plus influente, qui est plus résiliente et qui est moins dépendante qu'elle ne l'est aujourd'hui. Parce que ce que l'on voit aujourd'hui, c'est la mise en lumière d'un certain nombre de faiblesses structurelles du projet européen. Un projet qui comporte beaucoup d'atouts, mais aussi des faiblesses structurelles. La stratégie de Donald Trump, ça a été aussi de créer une forme de polarisation en Europe. Il appuie en fait sur nos divisions et forcément il y en a beaucoup en Europe et vous avez été au premier plan pour les constater. Est-ce que vous pensez que cette attaque frontale aujourd'hui sur le Groenland, même s'il y en a eu bien avant, notamment dans le dossier ukrainien, mais cette attaque frontale où on parle du territoire d'un pays membre, le Danemark, ça va rassembler les Européens, parce qu'on entend aujourd'hui des voix, même à l'extrême droite, Giorgia Meloni, des voix au Rassemblement national en France, se montrer plus critiques qu'elles ne l'étaient sur la politique de Donald Trump. Moi, je pense en effet que cette ligne rouge qui est franchie, la ligne rouge, elle est franchie. Le simple fait qu'il y ait une rhétorique hostile et qui touche directement l'intégrité territoriale de l'Union européenne, la souveraineté d'un des États membres de l'Union européenne, qui touche directement l'OTAN, puisque c'est maintenant un conflit qui est situé au cœur de l'Europe.
l'OTAN, ça amène mécaniquement davantage d'unité européenne. Maintenant, il faut canaliser cette unité. Il faut que cette unité, elle soit mobilisée pour faire des choses utiles. Je vais peut-être vous surprendre, mais à la limite, on peut parler longuement et commenter longuement l'évolution de la situation aux États-Unis et les positions de Donald Trump. Moi, je pense que c'est un fait, et le sujet, c'est pas tellement le commentaire infini de ces positions, c'est plutôt que peut-on faire comme Union européenne dans un environnement géopolitique qui est celui que l'on connaît aujourd'hui. États-Unis qui met en œuvre sa doctrine l'Amérique d'abord, la Chine qui a une ambition sur le plan économique, sur le plan géopolitique également. Mais quelle est notre marge de manœuvre ? Parce que c'est ça la question, Charles Michel, aujourd'hui. Eh bien, je vais vous répondre. Pour être fort face aux États-Unis. Je vais vous répondre. Je pense qu'il y a 3 sujets clés sur lesquels l'Union européenne sait ce qu'elle doit faire, mais ne le fait pas parce qu'il y a un manque de volonté politique. Et le paradoxe, c'est que peut-être cette ligne rouge franchie par la Maison-Blanche peut être l'occasion d'avoir du courage. Parce que l'Union européenne, on le voit, c'est souvent en moment de crise, en moment de difficulté, qu'on montre cette capacité de courage dans la prise de décision. Il y a 3 sujets qui sont des sujets clés. Un, c'est l'Europe de la défense. C'est pas de la rhétorique, c'est très concret. L'Europe de la défense, ça veut dire mobiliser nos industries européennes. Elles ont un potentiel qui est absolument gigantesque, en coordonnant beaucoup mieux nos projets industriels. On doit aller plus loin que ce qu'on fait aujourd'hui, parce qu'il y a déjà d'énormes budgets débloqués. Plus loin et plus vite. Et je pense qu'il y a un premier pas important et franchi, parce que les dernières années et les derniers mois ont montré une prise de conscience. C'est un enjeu qui est absolument existentiel pour l'Union européenne, dans cet environnement qui est celui du monde d'aujourd'hui. Et se décrocher des États-Unis en matière de défense ? Parce qu'il y a la question des investissements aussi. Moi, je crois que c'est très simple. Pendant des décennies, soyons honnêtes, il était très confortable pour des leaders européens de considérer que nous étions protégés par la sécurité dans le cadre de l'OTAN, garantie principalement par les États-Unis. Ça peut-être conduit à un manque de courage dans les interactions avec nos citoyens. Aujourd'hui, il y a un tournant parce que on est engagé, tous les États membres sont engagés à augmenter significativement leurs investissements, leurs dépenses en matière de défense. Mais maintenant, il y a un autre choix qu'il faut faire. Ces moyens mobilisés, va-t-on les mobiliser pour soutenir l'industrie européenne de la défense, ou bien pour acheter en dehors de l'Union européenne ? Et là, vous avez compris, moi je pense que c'est le moment de soutenir significativement l'industrie de la défense. Ça, c'est le premier point. Il faut renoncer au F-35 Sûrement pas. D'ailleurs, heureusement que nous avons investi et que nous avons mobilisé des moyens dans une époque où on ne mesurait pas qu'on allait aller vers un tel environnement. Ce sont des avions américains. On a beaucoup investi dans du matériel américain. Ce sont des capacités militaires dans un moment de trouble tel que celui-ci que l'on est bien content d'avoir à notre disposition pour protéger la Belgique. Alors, on peut revenir sur la décision prise à l'époque. À l'époque, comme vous le savez, il n'y avait pas d'offre européenne comparable, et même pas d'offre européenne convaincante en réalité. On peut le regretter, mais c'était ça la situation à l'époque. Premier élément. Si on en revient à aujourd'hui et à ce sommet qui aura lieu jeudi, que doit décider l'Europe à très court terme ? Comment répliquer, riposter à Donald Trump ? C'est quand même la question, et c'est ce qui sera sur la table. Donc je vous ai dit, l'Europe de la défense, on doit agir et mobiliser maintenant, premier élément. Deuxième élément, l'Union européenne n'est pas sans moyens d'action. Nous avons un certain nombre de mesures. Le paradoxe, et c'est peut-être d'ailleurs un paradoxe piquant, si on est franc, c'est que les mesures pour se protéger contre ce type de rhétorique hostile, ce type de menace, voire de passage à l'acte, c'est plutôt des mesures, si on est honnête les uns avec les autres, qu'on avait préparé dans l'hypothèse où la Chine développerait des actions de plus en plus hostiles à l'égard de l'Union européenne. Et le paradoxe aujourd'hui, l'instrument anti-coercition, et paradoxalement, c'est vis-à-vis de celui qui est censé être notre allié fidèle et loyal depuis des décennies que maintenant. Donc vous rejoignez Emmanuel Macron, il faudra déclencher ce bazooka. Et vous savez, moi je veux évidemment ne pas pleurer sur le lait renversé, ne pas pleurer sur ce qui n'a pas été fait. Mais je pense que si nous en sommes arrivés là, à peine 12 mois après l'entrée en fonction de Donald Trump, c'est parce qu'une erreur majeure a été commise, à mon avis, il y a quelques mois, par un certain nombre de responsables européens de premier plan. La technique de l'apaisement, l'apaisement de la Maison-Blanche, la technique de la flatterie, la diplomatie de la flatterie, non seulement ça ne fonctionne pas, mais en plus c'est contre-productif. Ursula von der Leyen a fait une erreur en signant en Écosse un accord sur les 15%. Je ne veux citer personne. On voit aujourd'hui... Il y a eu cette décision, il y a eu cet accord au mois de juillet qui était important. Cette annonce qui a été faite avec ces 15% de tarifs et avec le pouce levé en signe de victoire m'a profondément choqué, parce que moi qui effectivement ai depuis 10 ans cette expérience au sein du Conseil
Conseil européen, qui est le cœur de réacteur du processus de décision sur le plan européen, j'ai été assez stupéfait d'observer qu'on semblait se réjouir parce que c'était que 15% de tarifs. On s'est fait marcher sur les pieds ce jour-là. Je me souviens que, comme Thierry Breton l'a dit et d'autres l'ont dit, je partage l'analyse, cet acte qui a été posé était un acte qui ne pouvait qu'encourager la Maison-Blanche à devenir de plus en plus gourmande et aller toujours de plus en plus loin. Et on le voit aujourd'hui. On est quelques mois seulement après cet accord, et parce que maintenant il y a, je ne dis pas une lubie, parce que je pense que cette ambition sur le Groenland est une ambition qui date depuis un certain temps aux États-Unis, dans certains cercles. On voit maintenant que l'on utilise. Donc c'est plus possible de négocier aujourd'hui avec Donald Trump ? Moi je suis, vous savez, très convaincu qu'on doit toujours miser sur le dialogue, la diplomatie, les efforts. Mais la diplomatie, c'est pas accepter l'humiliation permanente. La diplomatie, c'est pas accepter le fait que l'on doit chaque fois reculer un peu plus. J'ai eu je ne sais pas si je dois dire le privilège, mais en tout cas j'ai eu la responsabilité d'être confronté à Donald Trump sous le premier mandat. Et peut-être qu'une des difficultés que nous avons en Europe, c'est qu'il y a peu de leaders européens autour de la table du Conseil européen aujourd'hui qui ont eu cette expérience de Donald Trump pendant le premier mandat. Et moi, ce qui m'a beaucoup frappé pendant le premier mandat, qui était différent parce qu'à l'époque, il y avait peut-être des contre-pouvoirs aux États-Unis plus puissants qu'ils ne le sont aujourd'hui. Mais ce qui m'a beaucoup frappé, c'est qu'il me semble que dans l'approche qui est celle des États-Unis aujourd'hui, incarnée par Donald Trump, il y a une différence fondamentale entre l'Europe et les États-Unis. C'est le fait que pour Donald Trump, un accord ne peut être qu'un accord gagnant-perdant. Un accord n'a de sens que s'il y a un vainqueur et un perdant, et il doit être le vainqueur. Là où l'ADN du projet européen, parce que c'est l'histoire du continent européen qui a été confronté aux rages impérialistes et nationalistes, c'est au contraire l'idée que la coopération mutuelle, la coordination, elle peut être mutuellement bénéfique. C'est ça l'essence du projet européen. C'est la paix et la sécurité, c'est la démocratie et la prospérité. Mais comment imposer et tous ces piliers de l'Union modèle-là européenne sont attaqués, y compris pour certains d'entre eux, par les États-Unis. Comment imposer ce modèle-là quand on est face à un autre ennemi à l'Est et qu'on a besoin de garanties militaires et qu'on est dépendant commercialement, de manière très importante, on l'a rappelé en début d'émission, sur le plan financier, sur le plan industriel, et qu'on est dépendant à ce point des États-Unis. Est-ce qu'en prenant des mesures de riposte forte, on ne va pas se tirer une balle dans le pied ? Moi, je pense qu'on doit établir un rapport de force qui n'a pas établi jusqu'à maintenant. Et j'espère que le Conseil européen, dans 48 heures, sera à l'occasion d'établir un rapport de force. Je donne un exemple. Nous parlions il y a quelques instants de cet accord commercial durant l'été passé. Moi, j'ai été stupéfait, très très étonné, même si je devine un certain nombre de raisons, qu'à ce moment-là, on n'a pas utiliser le fait que dans le secteur des services, c'est-à-dire des grandes entreprises digitales très puissantes aux États-Unis, pour ces entreprises américaines, l'accès au marché européen, il est vital parce que notre puissance en termes de consommateurs est extrêmement importante d'un point de vue financier pour ces entreprises. On n'a pas utilisé cet argument-là. Donc on a eu Donald Trump qui a imposé son récit selon lequel il y avait un déficit commercial très injuste dans le secteur des biens, des produits, alors que dans le secteur des services, c'est exactement l'inverse. Et on a très peu entendu ce raisonnement-là. Mais c'est le leadership européen qui devait mettre dans le récit et mettre sur la table de la négociation ce type de sujet. C'est un premier élément. On a des arguments qu'on n'utilise pas, c'est ça que je pense. Et on en restera là. Je n'ai pas de doute quant au fait que nous avons des arguments qui nous permettent d'être plus influents. Merci beaucoup, cher Michel, d'avoir été notre invité.